pour apprendre à vous connaître comme lecteur, je me demandais si vous aviez des habitudes de lecture. Est-ce que vous lisez plus le matin, le soir? Toujours l'après-midi. Je me suis inventé une journée parfaite. Le matin, je travaille et tous les après-midi, depuis des années, je me garde 2 heures, une plage de 2 heures de lecture. Alors, tous les après-midi, de 2 à 4, quand je peux, là, je lis Ah, bon. tous les Puis, jours. quel est le dernier livre que vous avez lu? Mon Dieu, un magnifique roman québécois de Emmanuel, une fille, Pierrot, qui s'intitule Ah oui. La version qui n'intéresse personne. Oui, vous C'est avez aimé ça? vraiment un grand, grand roman. C'est absolument magnifique. C'est écrit, c'est somptueusement bien écrit. Oh wow, c'est la Et première fois qu'elle écrivait. ça parle de personnages dont j'avais jamais entendu parler. En plus, c'est un milieu des drifters qui vont se réfugier au Yukon et puis qui vivent une vie de patachon, là, qui boivent, qui se droguent. Mais c'est décrit avec une poésie absolument. C'est un grand roman. Ah, je ne l'ai pas lu, je vais le lire. Lisez ça. Est-ce que c'est une des choses que vous appréciez de la littérature, de vous faire rencontrer des gens que vous n'auriez pas rencontrés? Oui, ben, c'est-à-dire que toute ma vie, j'ai lu des romans parce que j'aime apprendre comment on vit. J'aime apprendre les autres à travers des histoires qu'on me raconte. J'aime bien ça. Des livres d'histoire, je trouve ça sec. Les livres d'histoire, c'est factuel, ils disent des affaires. Bon. Tandis qu'un bon, je sais pas moi, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, par exemple, qui se passe à l'époque où on a inventé l'imprimerie, il décrit tout un monde du 15e siècle qui est absolument... Et là, tu apprends des choses sur l'être humain, sur l'histoire, évidemment. Alors, j'aime beaucoup les romans historiques. C'est ça, c'est ma prochaine question. Je voulais savoir si vous aviez un type de roman particulier que vous C'est-à-dire que appréciez. c'est pas un type de roman particulier, mais j'aime les romans historiques parce que, quitte à me faire tromper comme Alexandre Dumas, par exemple, qui prenait un fait, puis il le défaisait un peu, puis il le refaisait à sa façon. Le fond est quand même vrai, puis la nuit de la Saint-Vincent, la Saint-Barthélemy. La nuit de Saint-Barthélemy, par exemple, il ne raconte pas de la façon que ça s'est passé, mais il t'apprend comment ça s'est passé, pourquoi. Et c'est ça qui m'intéresse. J'ai lu un roman, par exemple, sur Jeanne d'Arc qui commençait à Venise. Jeanne d'Arc arrivait juste au milieu du roman, puis c'était un roman de 700-800 pages. Mais c'est absolument fascinant comment l'auteur en arrivait, puis tout ce temps-là, évidemment, il racontait toute la société italienne de l'époque. J'en parle avec passion, mais j'aime ça. Puis, est-ce que vous avez un auteur que, immanquablement, s'il sort un nouveau livre, vous allez le chercher? Non. Il y a des auteurs que j'aime beaucoup, beaucoup, mais un auteur dont j'attends le nouveau livre, il aurait fallu que vous me demandiez ça hier, puis j'aurais 24 heures pour y penser. Je suis content quand Robert Lalonde sort un livre, par exemple, je suis très heureux, mais je ne l'attends pas parce que je ne sais pas. On ne sait pas quand un auteur va être inspiré, quand on l'annonce, je dis « un nouveau Robert Lalonde, cette fois. » Mais dire « j'espère qu'une telle ou un tel va écrire un livre », non. Non? OK. Puis, c'est peut-être pas fin, là, mais... Bon, non, mais je n'ai pas ça non plus, moi, je pense. C'est une question. Puis, est-ce que, si vous aviez à choisir un auteur, mort ou vivant, avec qui prendre un café? Ah, bon. Ben, une de mes idoles du 19e siècle, là, ou Zola, ou Victor Hugo, ou Dostoïevski, ou Tchekhov, qui était entre les deux siècles. Toute la littérature du 19e siècle m'a passionné toute ma vie. C'est une littérature que j'aime, ils ont une façon de raconter que j'aime. Alors, prendre un café avec un génie, ça ne doit pas être désagréable. Vous pensez que vous parleriez... Ou peut-être le docteur Ferron. Il y a
le docteur Ferron, il était un Québécois qui est mort il y a une trentaine d'années, a écrit des livres très particuliers. Je l'ai rencontré 2-3 fois. Et c'était un être particulier, ou c'était un être un petit peu insaisissable. Et j'aurais aimé ça jaser avec lui, j'aurais aimé ça m'asseoir puis parler avec lui. Est-ce que vous avez un roman que vous conseillez de lire, tu sais, qu'il faut lire ce roman-là au moins une fois dans sa vie? Il y en a des centaines. Mais le roman de ma vie, ça, je le sais, les gens le savent, je l'ai dit depuis 56 ans, c'est 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, qui est vraiment le roman qui m'a le plus marqué dans ma vie. Pourquoi il vous a marqué? C'est un roman qui mélange le fantastique et le réalisme. J'ai commencé comme auteur de contes fantastiques et de romans fantastiques pour ensuite tomber dans le réalisme avec le théâtre. Les livres comment ils s'appellent ces auteurs-là du Sud, du réalisme fantastique, ont été publiés pour nous là, dans les années 70, chez Hautseuil. Ils ont découvert tous les auteurs d'Amérique du Sud, c'est des auteurs d'Amérique du Sud, et on les a tous découverts en même temps. Et j'ai lu 100 ans de solitude en 75-76 dans ce bout-là. Et ça m'a permis de commencer La grosse femme de la côté est enceinte. Ah oui? Si j'avais pas lu ce roman-là, je ne sais pas si j'aurais compris, j'aurais trouvé par moi-même qu'on peut mélanger le fantastique et le réalisme. Puis ça m'a fait comprendre que si j'avais écrit les chroniques, tous mes romans sans le fantastique, j'aurais eu l'impression d'être un reporter, un rapporteur. non pas que j'ai rien contre les reporters, là, mais c'est-à-dire que c'est factuel, c'est une vraie histoire. Maria Chapdelaine, par exemple, là, j'aime ça chez les autres, mais moi, je ne veux pas en faire. Ce qui fait que jusqu'à La grosse femme de la côte est enceinte, j'ai commencé en 1977, j'écrivais pas de romans, parce que les romans que j'avais étaient soit des monologues, comme C'est à ton tour de Laura Cadieux, soit des romans fantastiques. Mais en disant ça, je me suis rendu compte qu'on pouvait mélanger les deux. Que tu pouvais raconter une histoire réaliste, puis mélanger du fantastique. Et laisser à la lectrice, à l'auteur éventuel, le choix de croire ou non au fantastique. Dans la littérature japonaise, il y a beaucoup ça. Le mélange du fantastique puis du réalisme. C'est du fantasmagorique. Ouais. Le côté légendaire, toujours un peu. Non, mais du vrai fantastique. Du vrai fantastique. Si vous avez lu les chroniques, vous savez de quoi je parle. Le chat, puis les tricoteuses, puis tout ça. Les gens au Salon du Livre, moins maintenant, mais venaient souvent me poser la question. Les tricoteuses, ils existent-tu? Sont-ils vrais? Josapha Viano fait suivre la lune tous les mois pour vrai. Puis je disais, ça dépend. Si vous décidez d'y croire, c'est vrai. Sinon... Puis si vous décidez de ne pas y croire, c'est un ajout. Puis c'est un ajout intéressant. Est-ce que vous avez un livre que vous avez lu récemment, que vous aimeriez voir adapté au cinéma ou au théâtre? Que vous êtes dit, je pense jamais à ça. Tu sais, t'as souvent une amie qui vient te voir et qui dit ça ferait un bon film. Je pense pas de cette façon-là. Quand on me le dit, je dis oui, c'est vrai, ça ferait un bon film. Mais ça m'est arrivé très rarement de penser film en lisant. J'aime trop la lecture. J'aime trop me faire mon cinéma en moi. C'est ça qui est le fun dans la lecture, c'est que tu lis, tu oublies les lettres, tu oublies les mots, et tu vois ce que toi, ce que tu peux voir dans le roman. J'aime en voir le Maria Chapdelaine, par exemple, le dernier, c'était absolument magnifique, mais c'est bien évident que c'est pas le roman que j'ai lu. Moi, quand j'ai lu le roman, c'est pas ce film-là que j'ai vu. J'ai vu des choses, mais c'était pas nécessairement c'est pas pareil. Ça. Puis il y a les choix de thèmes. Tu as des choses qui, dans un roman, te frappent plus, comme par exemple, moi, dans Maria Chapdelaine, ce qui m'a les 2-3 fois que je l'ai lu,
ce qui m'a le plus touché, c'est La nuit des mille ave. Ouais. La nuit des mille ave, je trouve que c'est un chapitre absolument magnifique. Et j'ai eu, à un moment donné, avec André Gagnon, on avait l'intention, on avait le projet de faire un Mela Chapdelaine en opéra. Puis la première scène, pour moi, ça aurait été... Le point de départ, ça aurait été la nuit des mille ave. Mais tu vois, dans les adaptations, chez lui, là. Gilles Carle, Gilles Carle, merci. Chez Gilles Carle, c'est pas important. Donc, quand tu lis un livre, c'est ça. Tu sais, le nombre de gens qui disent qu'ils ont été déçus. Oui. J'ai aimé mieux le livre. Tu sais. Ça arrive fréquemment. C'est normal. Ben, c'est normal. Parce que c'est pas le film qu'ils avaient vu. On n'a pas de restrictions budgétaires non plus dans notre... Non, exactement. Exactement. Tu fais pas de coupure. Tu n'as pas de star non plus. Tu n'as pas de vedette. Il n'y a pas de limite de temps. Le film peut durer 4 heures. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous relisez souvent des livres? Vous lisez? Non? C'est rare. Il y a trop de livres à lire. La vie est trop courte. Je revois rarement. Il y a des films. Bon, 8,5, c'est le film de ma vie. Je l'ai peut-être vu 10 fois, là. Mais c'est rare que je revoie un film aussi. Parce que je n'ai pas de temps à perdre. Ouais. Je me dis, c'est pas perte de temps, mais comme 100 ans de solitude, je ne l'ai jamais lu. J'en garde un souvenir impérissable, là, mais je ne voudrais pas reprendre 2-3 semaines pour il y a trop. Ouais. D'ailleurs, en vieillissant, je me rends compte que il faudrait que je demande à d'autres vieux auteurs si c'est comme ça, là, mais tu as tendance à aller lire des nouveautés, puis tu laisses les classiques de côté. Alors que jusqu'à il y a 4 ou 5 ans, je m'obligeais à lire un classique que je n'avais pas lu là, par année. Un Balzac, un Colette. Bon. Et puis je me rends compte que depuis 3-4 ans, les classiques, je les trouve plates. Je veux dire, toute ma vie, j'ai reproché aux autres de trouver les classiques plates. Puis là, c'est moi qui suis rendu à trouver ça plate. Puis je m'en vais vers les nouveautés et surtout vers les nouveautés québécoises. J'aime ça, lire plein de choses qui viennent de près de moi. Comme Perrault. Oui, comme Bouton. Moi, les livres, les classiques, là, pour que ça passe plus vite, parce que moi aussi, des fois, j'ai vraiment pas votre âge, mais je trouve ça plate. Je les écoute en livre audio, ça va plus vite. Oui, probablement. Ouais. Moi, j'ai pas pris cette habitude-là. J'ai écouté. À un moment donné, j'avais un très long trajet à faire en train je sais pas, de la France en Suisse, en tout cas. Et j'avais écouté Bonheur d'occasion, lu par Catherine Deneuve, en 79, ça fait longtemps. Et j'avais aimé ça, mais j'ai jamais renouvelé. Ben, je prépare un numéro pour parler de ça quand je parle de ça avec mes amis. Quand tu lis un livre, tu es occupé, tu regardes quelque chose. Mais si tu écoutes une affaire, moi, je suis pas capable de m'occuper à autre chose. Alors, là, j'écoute, puis c'est dans mes... Je fais rien, j'ai l'impression de rien faire. C'est ridicule, mais bon. Parce que j'ai essayé il y a quelques années, j'ai commencé par un acteur français, M. Pitchon, qui est très, très bon. C'était magnifiquement lu, mais j'étais là. Alors, je laissais pas. J'aime bien être occupé à lire. En faisant vos aquarelles, peut-être? Non, j'avais jamais pensé. Non, parce que l'aquarelle, ça me demande une concentration qui ne m'est pas naturelle. Okay. C'est pas un talent naturel que j'ai, alors il faut que je me concentre beaucoup pour en faire. Je ne pourrais pas faire autre chose en même temps. Pourquoi vous J'écoute même pas de musique. Ah ouais? Puis pourquoi vous vous êtes mis à l'aquarelle? Ben, voulez-vous vraiment l'histoire? En 92, en 1909, j'ai une amie qui s'appelle Jacqueline Rousseau, qui est une très grande aquarelliste. Puis la première année, le premier hiver, j'ai passé à Cuba, elle est venue me voir, elle est venue me visiter. Puis moi, j'écrivais le matin, bien sûr.
Puis elle était de l'autre côté de la piscine, puis elle faisait de l'aquarelle. Puis j'ai dit à un moment donné, écoute, moi j'envie les gens qui sont capables de faire des choses avec leurs mains. Moi, tout ce que je peux faire, c'est taper sur... Mais à part de ça, je sais rien faire avec mes mains, c'est le cas de le dire. Et le lendemain, elle est arrivée avec un petit coffret. Un petit coffret qui s'ouvre avec 12 petites pastilles, là, puis un petit pinceau, puis un petit thermos pour mettre de l'eau. Puis elle me dit, gage-toi, fais n'importe quoi. Puis elle m'avait acheté des cartes postales grande demain. Puis j'ai commencé à faire ça. Puis là, je trouvais ça un petit peu petit, là, un petit peu. Au bout de quelques jours, je me suis acheté un kit plus grand. C'était bien laid, c'était raide, mais c'était quelque chose de nouveau. Puis ça m'a passionné. C'est en 92 que j'en fais, puis c'est temps-là, ça fait quoi, 32 ans Quand même. que j'en fais. Mais ici, chez mon chum pas à Dolbeau, mais à Saint-Méthode, et à Key West, à Montréal, j'en fais jamais. Okay. Ça ne m'inspire pas. Je n'ai pas envie d'en faire à Montréal. Tandis qu'à Key West, j'en fais, mais vraiment tous les jours. Comme ça ne m'est pas naturel, c'est une chose qui me demande une concentration, qui est la seule chose qui peut me couper de mon écriture. Tu sais, je regarde la télévision, je peux tomber dans l'une. Je lis un livre, aussi bon soit-il, je peux tomber dans l'une. Mais quand je fais de l'aquarelle, ça me demande tellement, même si je travaille vite, là, que je ne pense pas à mon écriture du tout. Alors, j'ai trouvé quelque chose qui me sortait complètement. Permettre de faire des vraies pauses. Oui, c'est formidable.